Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Et oui, petit changement de décor, c'est normal parce que l'endroit où je fais mes vidéos d'habitude, juste au-dessus c'est la cuisine et là il y a la vaisselle qui est en train de tourner et j'ai pas envie de vous faire profiter des grandes eaux, tout du moins du son des grandes eaux pendant cette vidéo. Petite vidéo pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 février, bonne Saint-Valentin. Hier, ce qu'on se doutait depuis quelque temps, mais que certains espéraient que ça allait enfin fonctionner, que ça allait enfin satisfaire les ultra-progressistes américains, eh bien finalement ça a fait un coup dans l'eau une nouvelle fois. Deuxième procédure d'empêchement contre Donald Trump, record, puisque c'est le seul président à avoir subi 2 empêchements. Je crois qu'il y a eu Nixon, Clinton et puis un autre président un peu plus ancien. Le Sénat n'a pas suivi. Le vote des 2/3 nécessaires pour valider la procédure n'a pas été atteint. 50 voix pour les démocrates, 7 républicains pour. Autant dire que les républicains aujourd'hui ont quand même fait, je dirais, peut-être une décision la plus honnête possible, dans ce sens où c'est quand même l'enjeu et la crédibilité même de leur parti auprès de leur électorat, qu'on se le dise ou pas, qui est quand même dans lequel il y a quand même du Trumpiste, finalement n'a pas suivi ce processus et finalement, aujourd'hui, encore un coup dans l'eau, comme dirait l'autre. Alors forcément, c'est assez étrange, parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont en effet relayé cet événement, mais ils ne sont pas trop étalés quand même sur la question. De ce fait, forcément que pour les démocrates, c'est une claque, une nouvelle claque encore une fois de plus, et ça risque de mener un certain nombre de progressistes ultra à surenchérir malheureusement, c'est-à-dire du fait d'avoir perdu l'occasion de nuire à Donald Trump, de l'empêcher éventuellement d'être candidat pour 2024, même si je pense qu'il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. Ça risque peut-être finalement de mettre un petit peu de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que même si Donald Trump avait été condamné, est-ce que les pro-Trump se seraient peut-être mis en colère, se seraient emballés, etc. Je ne sais pas trop, c'est pas très prouvé, même peut-être un petit nombre sur les réseaux sociaux qui se seraient vengés, on va dire. Mais là, le problème, c'est que le fait est, c'est que tous les progressistes, tout du moins les progressistes dans l'idéologie absolue anti-trumpiste qui sans l'admettre, et voudrait bien réussir peut-être à se débarrasser de tous les Américains qui votent Trump, voire même de tous les Américains qui votent conservateurs, pour pouvoir sublimer, magnifier leurs idéologies progressistes. Est-ce qu'ils ne vont pas devenir eux aussi finalement un petit peu plus virulents? Le fait est, c'est que on assiste aujourd'hui aux États-Unis à une progression évidemment de la censure, même si un certain nombre de médias commencent à devenir un petit peu plus prudents, parce que se rendent compte que là on est en train de déborder dans quelque chose qui fatalement, à un moment ou à un autre, va finir par se retourner contre eux. Maintenant, quel va être l'avenir? L'avenir, c'est de voir Biden aujourd'hui à la Maison-Blanche et finalement devenir le petit pantin de l'État profond, qui d'ailleurs commence déjà à essayer de mettre le couteau sous la gorge sur le Parlement en leur demandant entre guillemets, l'air exigé, que le Parlement se mette en marche pour mettre une loi contre... pas contre les armes, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est très compliqué et très difficile d'estimer qu'on puisse éventuellement arrêter de vendre des armes aux Américains, parce que il s'appuie évidemment sur ce fameux amendement de la Constitution, mais au moins d'en limiter les accès. Et la loi que souhaite voir Biden mise en chantier au niveau du Parlement consisterait à faire un suivi
beaucoup plus précis, beaucoup plus strict sur les antécédents des permis de port d'armes, même ceux qui ont été déjà octroyés, interdire les fusils d'assaut, donc en gros ça veut dire limiter en fait le type d'armes en vente sur le marché, interdire les magasins de grande capacité, ce sont en fait ces grands magasins qui permettent d'avoir beaucoup plus de munitions à disposition dans le chargeur d'une arme automatique, et surtout de faire en sorte que on mette comme responsable automatiquement les fabricants d'armes dès que il y a des tueries, des massacres, etc. Alors je ne sais pas si vous imaginez, mais en réalité, dans cette loi qui consisterait à porter une responsabilité directe sur les vendeurs d'armes, c'est en fait, voilà, mettre la responsabilité des tueries sur le dos des industriels, des groupes militaro-industriels, etc. Alors ça pose deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, ça veut dire que finalement, l'État n'assume plus sa responsabilité et, je dirais même, entrave la liberté, l'autonomie, la souveraineté des États de décider comment gérer le marché des armes. Et de deux, il faut savoir quand même que chez les démocrates, vous avez quand même des têtes de file démocrates qui ont des investissements, alors évidemment des investissements judicieux, indirects, sur les groupes militaro-industriels. C'est-à-dire qu'en fait, Biden est en train de dire à certains hauts pontes du Parti démocrate, excusez-moi, je vais vous tirer une balle dans le pied. Donc, tout ça pour vous dire qu'encore une fois de plus, c'est en fait de l'apparat. Comme l'ont fait à leur époque des gens comme Bill Clinton, etc., ou Barack Obama, c'est-à-dire que ils font tout un esbrouf sur la volonté de faire une loi pour limiter les armes, pour arrêter les massacres. Le seul problème, c'est que, je prends l'exemple de Chicago, qui est aujourd'hui un endroit où tous les week-ends il y a des morts par des règlements de compte, des guerres de gangs ou des conflits familiaux qui se finissent avec l'usage d'armes à feu. En règle générale, les massacres, les tueries sont faites par des gens qui obtiennent des armes sur le marché noir, pas légalement. Donc vous voyez, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on veut limiter, réglementer beaucoup plus sévèrement la vente légale d'armes, alors qu'en réalité, pourquoi ? Pour dire, justifier, voilà, on va faire quelque chose pour lutter contre justement toutes ces tueries qu'il y a, etc. Oui, sauf que les tueries, elles sont majoritairement commises par des gens qui ont obtenu des armes par le marché noir. C'est exactement le même problème que vous avez en France. Pourtant en France, la vente d'armes est extrêmement réglementée, voire vous ne pouvez quasiment pas en acheter sans permis, et des permis, généralement, vous ne les avez pas, vous ne les obtenez pas. Tant pis, il y en a certains, ils ne viennent pas. Ils vont dans certaines banlieues où on sait qu'il y a du commerce ou du trafic d'armes et ils peuvent obtenir des armes d'assaut. Comme je l'avais déjà expliqué, il y a quand même des réseaux, ils font attention de ne pas faire circuler ou de ne pas vendre des armes ou n'importe quelles armes à n'importe qui, parce qu'ils savent que si on vend des armes genre Kalachnikov à des petits branleurs ou des petites racailles de banlieue, ils vont être capables de vous foutre le feu dans une banlieue, et là le commerce, le business local risque d'être très menacé, parce qu'évidemment les autorités à un moment donné ne vont pas pouvoir laisser faire. Surtout les dignitaires, les notables locaux qui sont un petit peu plus ou moins impliqués dans ces petits trafics, eux aussi, c'est leur intérêt que les petits trafics continuent sans que ça fasse trop d'esbrouf ou que ça provoque trop de problèmes ou
qui inciterait ou obligerait les autorités à intervenir et finalement perturber le business en question. Donc, vous voyez, encore une fois de plus, on fait des lois d'apparat, mais qui en réalité ne résoudront rien. Si ce n'est, en effet, peut-être limiter l'accès des armes aux simples citoyens américains. C'est-à-dire tous les Américains qui souhaitent pouvoir s'armer sous l'argument de pouvoir défendre, faire de l'autodéfense à proprement parler, ben, ne pourront plus. Bon, encore une fois, hein, c'est de la science-fiction là, hein, parce que je pense que les Américains, dans certains États, pourront continuer à acheter des armes, peut-être pas des armes de guerre, mais au moins voilà, des armes de poing, des armes automatiques, mais de certaines catégories qui seront encore libres à la vente. Mais voilà, personnellement, je vous dirais peut-être limiter l'accès à l'achat d'un certain type d'armes n'est peut-être pas mal. Parce que quand on voit dans des clubs de tir, ouais, je peux vous donner l'expérience personnelle, c'est que pas très loin de chez moi, il y a un stand de tir. Bon, bah, il y a des fois où ce qu'on entend, c'est pas des petits calibres. Hein, les rafales, etc. Qu'on entend, c'est du gros calibre. C'est de l'arme de guerre hein, qui est utilisée, vu l'écho que ça fait suivant les vents, on se croirait presque oui, en territoire de guerre, il y a des fois. Bon, ça permet de forger un petit peu l'audition, mais voilà, c'est pour un Français européen, quand il voit ça et quand il entend ça, ça fait parfois un petit peu drôle, surtout encore en Caroline du Nord, il y a une réglementation beaucoup plus stricte qui n'autorise pas de porter l'arme dans les lieux publics, mais dans l'espace ouvert public, ça arrive de temps en temps de voir des gens qui ont le Colt à la ceinture, mais par contre en Caroline du Sud, ah oui, là c'est assez fréquent de voir des Américains avec des armes, voire même certains se balader avec des armes automatiques, telles que la R18, je crois, c'est la R18, enfin bref. Donc voilà, encore une fois de plus, pour revenir à ce projet de loi lancé par Biden, bon, ça, voilà, c'est encore une nouvelle fois une tentative d'essayer de légiférer sur le marché des armes aux États-Unis. Parce que derrière, le problème Trump, le problème des Trumpistes, n'est finalement pas réglé. Au contraire, là, ils doivent savourer leur victoire. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que tous les médias mainstream ne relatent absolument pas, pas les réflexions, mais les réactions, je vais dire, des Trumpistes de voir leur ex-président finalement acquitté de toute procédure judiciaire qui était censée quand même, dans le point principal, l'empêcher de pouvoir se représenter en 2024. Advienne que pourra, on verra un petit peu l'évolution des choses. Le fait est, c'est que la guerre entre les progressistes et je préciserais plutôt ultra-progressistes, parce que progressiste c'est un peu général. Hein, dedans, vous mettez aussi bien les ultras, les modérés, que encore les indécis, etc. Mais encore une fois de plus, c'est une minorité d'individus qui prennent le pas, qui ont pris, je dirais, le devant de la scène, le devant de la communication, le devant de l'image, le devant de la réputation, etc., contre finalement les ultra-conservateurs. Donc la guerre est toujours ouverte, hein. La preuve c'est qu'encore sur les médias, les réseaux sociaux, etc., la censure continue et pousse de plus en plus des gens à aller sur des réseaux alternatifs. Ça, c'est pareil, ça fera peut-être encore l'objet d'une vidéo sur la censure parce que les choses semblent un peu s'accélérer, même si quand même on se rend compte que Zuckerberg commence à un petit peu réfléchir et se dire que tôt ou tard, de toute façon, il va passer à la casserole. Parce que son importance, au-delà de jouer le côté... je dirais le côté liberté d'expression 2016 qui lui a été reproché pour éviter que des informations, des fake news alimentent et servent l'intérêt de Donald Trump à se faire élire.
et finalement avoir adopté une politique complètement inverse en 2020, mais avec toutes les problématiques de liberté d'expression, de liberté d'opinion, etc. que ça impliquait, le fait est, c'est qu'au-delà de cela, Facebook, Twitter, etc. sont aujourd'hui devenus des réseaux sociaux qui ont de l'influence idéologique. Et en cela, le fait de pratiquer de la censure, ça pose aussi un problème éthique auprès d'un certain nombre de politiciens américains, et qui vont justifier le fait que ces groupes, que ces sociétés sont devenues beaucoup trop importantes et avec beaucoup trop d'influence, et que finalement c'est des groupes qui un jour peuvent peut-être se retourner contre eux. Donc d'ici là, peut-être d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine, que Facebook et Zuckerberg se retrouvent devant le Parlement pour voir son statut déterminé, à savoir s'il va subir finalement une loi antitrust pour un démantèlement ou pas. Ça, je pense qu'à mon avis, ça va arriver. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir rapidement sur un petit phénomène assez intéressant qui m'est arrivé sur Facebook. J'ai vu, vous savez, les propositions publicitaires, etc. J'ai vu une publicité qui proposait de participer en fait à une opération, je dirais, de collecte de données, de collecte d'informations pour AstraZeneca. C'est-à-dire, en fait, c'était une publicité qui proposait à des personnes qui se faisaient vacciner avec de l'AstraZeneca de participer tout simplement à un suivi éventuellement d'effets secondaires que les personnes pourraient subir après leur vaccination. Parce que évidemment aujourd'hui on a un recul suffisant pour commencer à faire un bilan. Un bilan qui s'établit aux États-Unis par le fameux site dont le nom m'échappe mais que je vous mettrai ici, et je vous ai donné dans une précédente vidéo l'adresse du site européen qui, par chance, moi j'ai réussi à faire des captures d'écran justement des résultats, mais aujourd'hui quand vous cliquez sur les liens, tout d'un coup le site n'est pas disponible, est en dérangement, ou les sources d'informations ne sont pas disponibles, ou il y a de la maintenance, etc. Donc on sent qu'il n'y a pas une volonté de laisser l'accès à ces informations à n'importe qui. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, même si en nombre, on est encore relativement dans, je dirais, un petit peu, vous savez, dans cet état d'esprit qu'on avait pendant l'époque du service militaire. Vous savez, on disait que sur l'année, dans le service militaire, on octroyait une perte de 14%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des appelés du contingent dans le service militaire, on avait le droit à une 14% de perte. Enfin, c'était une légende, hein. Normalement c'était un pourcentage beaucoup moindre. Donc, en fait, on est en plein dans la période du bénéfice-risque. Bénéfice, c'est-à-dire la vaccination de masse pour permettre aux gens finalement d'être vaccinés, de se protéger contre le Covid, tout en acceptant, vu l'urgence, que cette phase de vaccination soit inclue dans des phases 4 des vaccins, et donc afin d'étudier, d'analyser un petit peu tous les effets secondaires, sur quelles pathologies, les antécédents par rapport à la vaccination et les effets que ça a pu avoir sur certaines personnes, sur certaines pathologies, sur certaines allergies, sur certaines personnes ayant des comorbidités, plus particulièrement sur les personnes âgées, puisque déjà on sait que AstraZeneca, si vous avez plus de 65 ans, vaut mieux éviter le AstraZeneca. On a même l'OMS qui quand même s'est fait un petit peu tirer la sonnette d'alarme certainement par le laboratoire pour dire attendez, vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que là on est en train de voir sur internet, dans les médias, des gens qui commencent à dire que l'AstraZeneca faut peut-être éviter, préférer plutôt les autres que l'AstraZeneca. Donc l'OMS a dit attendez, les médias, les pays, les nations, arrêtez de dire que l'AstraZeneca, il y a un problème. Enfin, vous voyez le truc, c'est pour ça que j'ai réagi finalement à cette publicité,
Parce que je me suis dit, bah voilà, c'est bien la preuve que, en réalité, ils sont dans le flou total. C'est-à-dire qu'en fait, la phase 4 est en train de s'appliquer avec tous les gens qui sont en train de se faire vacciner. Je vous avais dit précédemment dans une vidéo que ma femme s'était fait vacciner, que pour l'instant, elle n'a pas eu d'effet secondaire très important, mais là, elle va bientôt avoir sa seconde dose. Par contre, j'ai une autre amie qui, elle, a reçu sa première dose alors qu'elle, je ne sais plus, je crois qu'elle a peut-être déjà presque 60 ans, plus de 60 ans. Elle a reçu sa première dose fin janvier et paf, tagada, elle a chopé le Covid. Elle a chopé le Covid, alors évidemment, elle ne comprend pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui était pro-vaccin. J'ai même une amie qui est quelqu'un qui travaille dans la recherche, qui a même travaillé sur des souches Covid, elle-même commence à être un petit peu dans le questionnement, c'est-à-dire se dire, bon, je reste dans mon dogme pro-vaccin, mais je sens qu'il y a des trucs, ça va pas. C'est que, voilà, c'est en fait, on nage dans l'inconnu, en fait. J'ai envie de dire, comme j'ai toujours dit d'ailleurs, c'est attendre finalement, faire preuve de patience, voir comment les choses tournent. Le fait est, c'est que malheureusement, sur les médias mainstream, on vous sort des chiffres, mais alors vous savez maintenant aujourd'hui la valeur des chiffres, hein, vous savez ce que ça vaut. C'est que malheureusement, quand on voit que des gens qui décèdent de certaines complications ou de certaines maladies et qu'on les fait entrer dans les cases Covid parce que ça permet comme ça aux hôpitaux de toucher des primes en déclarant des décès Covid alors qu'en réalité les gens ne sont pas décédés du Covid. Donc ça c'est une réalité, mais évidemment ça faut pas en parler, hein. C'est limite le fait de le dire dans cette vidéo. Peut-être que si j'avais 10 000 abonnés, que j'étais vu par 1 million de personnes, cette vidéo serait censurée. Mais là, pour l'instant, je passe au travers des filets. Donc voilà, on a quoi? On a quoi? 2 mois, 3 mois de recul, là pour l'instant, même pas. Et pourtant, là, on commence à voir des chiffres qui commencent à tomber. Mais on sent bien qu'il n'y a pas une volonté de transparence par rapport à ces chiffres. Même si, encore une fois, je rappelle, sur le nombre de vaccinés, le nombre de décès, pour l'instant, reste dans le bénéfice-risque qu'on accepte par rapport à la situation. Hein. Évidemment, ce bénéfice-risque, si on était dans une situation normale, serait totalement inacceptable. Mais là, vu qu'on est dans une pandémie, bah voilà, on accepte le risque. Alors je sais, c'est désolant pour tous les gens qui ont perdu un membre de leur famille, un ami, une femme, un mari, un enfant, etc. D'entendre ça, mais malheureusement, bah voilà, c'est la règle du jeu, j'ai envie de dire, même si elle est ignoble, même si elle est inhumaine, mais malheureusement, à l'échelle, à la grande échelle, à l'échelle de masse, c'est en règle générale la règle qui s'applique. En revanche, là où on a un petit souci, et je dirais même un gros souci, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que là, les fameuses efficacités qu'on vous a prétendues à 90%, 78%, etc., là, il y a pas mal de labos qui commencent à s'inquiéter parce qu'ils ont des retours pas positifs du tout sur l'efficacité de leur vaccin. Et qui plus est, on a déjà des médecins qui ont l'air d'affirmer que les vaccins à l'heure actuelle, en développement, pas en développement, mais en phase de vaccination, sont relativement efficaces sur le britannique et puis je ne sais plus quel autre, mais qu'apparemment ça serait le brésilien, la souche brésilienne et la souche sud-africaine, où là les chances que le vaccin soit pas forcément très utile, voilà, il y a un gros souci. Tout ça pour dire en résumé que le fond du problème, c'est qu'on se retrouve exactement dans la même situation qu'avec la grippe. C'est-à-dire que tous les ans, on vous incite, on vous invite à vous vacciner. Mais vous vaccinez avec quoi? Avec en fait des cocktails grippaux. Mais ces cocktails grippaux, il y a une chance sur 2 que si vous avez de bonnes immunités, si vous êtes en bonne santé, si vous avez une bonne alimentation, ou si vous vivez sainement, on va dire, il y a peut-être des chances que vous n'ayez pas besoin de vous faire vacciner parce que vous allez avoir une bonne immunité qui va vous permettre de passer au travers de l'épidémie de grippe.
Tout comme si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes fragile, si vous avez des problèmes immunitaires ou trucs comme ça et que vous avez besoin d'être aidé, eh ben, vous pouvez vous faire vacciner avec le fameux cocktail, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la choper, la grippe. Ça, vous avez une chance de la choper comme vous avez une chance de ne pas la choper. Vous avez une chance que le vaccin n'ait pas de conséquence de vous foutre patraque, comme ça se trouve, vous allez être patraque à cause du vaccin et que finalement, vous n'allez pas être patraque à cause de l'épidémie de grippe. Donc vous voyez, on est dans un phénomène finalement qu'on connaît depuis des années sur les épidémies de grippe. Eh bien, le problème, c'est qu'on est en train de voir le même phénomène en train de se mettre en place pour le Covid. C'est-à-dire que finalement, peut-être que la grande majorité des gens vont avoir des immunités contre le Covid et contre ces variants. Par contre, il va y avoir des gens avec des pathologies faibles, des pathologies particulières, avec des gens avec des faiblesses, avec des fragilités, qui eux par contre vont devoir être un petit peu plus surveillés, un petit peu plus attentifs et être sujets, je dirais, à des protocoles établis et particuliers pour éviter que le jour où ils chopent le Covid, eh bien que la situation s'aggrave et qu'ils finissent par en décéder. Sauf que, encore une fois, pour l'instant, l'efficacité des vaccins, eh bien on est en train de les tester, tout simplement. Donc voilà, je voulais revenir sur cet aspect-là, qui me semble, dans l'état actuel de la situation. Après, ça continue à évoluer, puisque là, le Sputnik va certainement peut-être arriver aussi sur le marché des vaccinations. Donc là, on aura évidemment encore plus d'outils de comparaison suivant les traitements. Sachant que, encore en France, même si aux États-Unis, l'OMS a donné des préconisations et que le CDC américain a suivi, les États, les hôpitaux, les médecins dans les États, etc., ont encore le droit de traiter le Covid comme avec éthique ou avec leur responsabilité de médecin, c'est-à-dire de traiter. Et de ne pas laisser pourrir une situation juste pour attendre que la personne se fasse vacciner. Donc là, il y a encore de la liberté aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, apparemment. Et sauf que là, c'est une bataille aujourd'hui du pot de terre contre le pot de fer pour mettre en face de ses responsabilités le gouvernement et plus particulièrement le ministre de la Santé, M. Véran, qui semble jouer les anguilles à chaque fois qu'on essaie de le mettre en face de ses responsabilités et qui va toujours trouver des arguments technocratiques pour se sauver de sa responsabilité vis-à-vis des situations. Donc il y a un moment donné où je pense que ces gens comme Véran, tous ces gens du gouvernement et même Macron, je pense qu'ils n'ont pas encore compris en fait. Ils n'ont pas encore compris que là ils sont au niveau zéro de zéro, même je dirais même négatif, en dessous de zéro. Et que soit ils font du mea culpa, soit à un moment donné ils assument, ou ça va mal finir. Parce que bon, le confinement, si les variants font repartir les courbes à la hausse, oui, le confinement, ça les démange. On sent bien que ça les démange de reconfiner. Mais là, ils sont conscients que s'ils reconfinent, oui, ils risquent de se retrouver avec des émeutes dans les grandes villes. Parce que là, je pense qu'il y a des Français qui déjà au premier confinement ont compris économiquement le problème, et que le Covid n'est pas la cause principale de la situation, mais que la Covid n'a fait qu'accélérer un phénomène économique qui était déjà présent avant, et que, en fait, le second confinement serait finalement le couperet de la guillotine qui tomberait sur un grand nombre de gens dans leurs activités économiques, dans leurs activités professionnelles. Maintenant, à savoir combien sont ces Français qui pourraient éventuellement aller dans la rue et se battre. Quand je dis se battre, c'est au sens propre et au sens figuré du terme, pour leur avenir, et surtout l'avenir de leurs gamins, s'ils ont des gamins, pour les futures générations. Parce que les étudiants, c'est pareil. Là, on sent bien qu'il y a du débat démagogique de la part des défenseurs macronistes à nous sortir des arguments à 2 balles, l'air de dire, mais les étudiants, ils sont toujours en train de se plaindre, alors que, quand même, ils ont leurs parents, ils peuvent rentrer chez leurs parents, etc. Vous voyez, non mais, c'en est là. C'en est là. Enfin,
Nous verrons bien la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous pour la prochaine vidéo avec peut-être une autre thématique. Et je suis en train aussi de travailler un petit peu sur certaines thématiques que vous m'avez proposées, sur le bilan Trump. Alors, bilan Trump, c'est un petit peu compliqué, parce qu'évidemment, il est toujours difficile de trouver des sources qui ne soient pas des sources partisanes ou des sources de détournement, pour éviter de donner du crédit positif à Donald Trump sur certains détails. Et puis je ne sais plus quelle autre vidéo j'ai actuellement en projet. Enfin, de toute façon, vous les verrez bien. D'ici là, portez-vous bien.